S comme science. Il est très difficile de parler des sciences actuellement. On voit tellement de positions sur les sciences. Ce sont des accords sociaux, c'est un langage spécialisé entre spécialistes de divers domaines, c'est un créole, c'est une structure de rigueur, c'est ce qui fait l'entourage de notre monde actuel, etc. Il y a énormément de qualifications de la science, alors qu'avant, les sciences étaient représentées par une hiérarchie de disciplines. C'est au travers de la discipline qu'on voyait la science. Maintenant, ça devient un petit peu plus difficile de raisonner comme ça. C'est toujours vrai, bien entendu, mais pas toujours quand même, parce que il y a maintenant des disciplines qui sont sur fond interdisciplinaire, et donc la structure de la discipline ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus. Vous avez maintenant une quantité de travaux scientifiques qui supposent évidemment qu'il y a des disciplines. Elles sont fondamentales pour éviter les catastrophes. C'est-à-dire, si vous travaillez sur un modèle ou sur une modélisation et que les hypothèses sur lesquelles reposent ces modèles sont incompatibles avec les connaissances fondamentales, vous êtes sûr que vous avez une catastrophe technologique. C'est certain. Par exemple, le stade de Fouriani, c'est ça. Exemple de ces disciplines hybrides. Eh bien, par exemple, la biologie de synthèse. Hybride, c'est pas le bon nom. C'est un mot à la mode, mais je crois qu'il est mal fichu. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dis pas discipline hybride, je ne dis pas objet hybride, je dis objet intégratif. J'expliquerai ce que ça veut dire. C'est une des notions que j'ai amenées dans l'épistémologie générique. Comment dire, je dirais plutôt qu'on a des cas scientifiques où le problème n'est plus du tout celui de l'application d'une discipline sur un objet, mais où il y a un certain nombre de sources de connaissances. Par exemple, il y a de la modélisation mathématique, il y a de l'informatique, il y a des sciences des matériaux, il y a certains domaines de la biologie, et puis tu fabriques des flux entre eux. Tu fabriques des flux, tu fabriques des modules, c'est-à-dire des petits concentrés où tu as des éléments et qui viennent d'informatique, et qui viennent de biologie, et qui viennent, etc., qui ne dépendent plus d'une discipline particulière, mais qui permettent de poser, si je puis dire, des briques pour des constructions plus locales, plus génériques, etc. Donc, au fond, cette épistémologie générique, elle permet de comprendre de façon plus simple et plus aisée tous ces mouvements qu'il y a dans les sciences où tu n'es plus seulement sur une discipline, mais où tu travailles sur plusieurs disciplines à la fois. Et tu le vois, au fond, c'est constant. Quand tu fais de la modélisation mathématique, bon, tu fais des maths, mais à un moment donné où cette modélisation, elle va porter sur des dimensions. Ces dimensions seront utiles pour l'analyse de problèmes physiques ou biologiques, et puis les intrications seront très très importantes. Mais si ces intrications, on ne les voit que comme des intrications, ces disciplines sont vues comme des techniques. Et à mon avis, ça ne suffit pas. Si vous décidez de prendre par exemple la biologie de synthèse surtout comme une technique, eh bien, on arrive à des apories éthiques, évidemment. On va fabriquer des choses artificielles qui est que, et machin, et machin. Et au fond, à partir de la technique, on voit la grande dérive. Je pense que cette logique de la dérive n'est pas la bonne. Je pense qu'il faut reprendre toutes ces notions et les voir à la fois comme des techniques et des sciences. Les deux à la fois. Les sciences contemporaines sont à la fois les deux. Mais si on ne les traite que de techniques, alors justement, les problèmes éthiques ne peuvent plus être traités.
Pour pouvoir traiter les problématiques qui vont par exemple avec la biologie de synthèse, qui est justement une discipline qui repose sur des fonds disciplinaires très, très divers, il faut pouvoir la traiter comme science. Or, en principe, dans l'histoire des sciences, les modules ont toujours été traités de façon technique. Moi, je propose de les traiter aussi comme scientifiques. Il y a des sciences où vous travaillez hors des disciplines, mais avec des concepts scientifiques que tu peux articuler. Là, tu commences à voir déjà la notion de style qui arrive. Il n'y a pas de science sans style. Alors, est-ce que tu peux donner un exemple? On est toujours dans la lettre S, disons une mise en application en quelque sorte, sur quoi tu as travaillé, où on voit justement à l'œuvre à la fois ce lien entre science et technique et ces modes d'opération dont tu parles. Moi, je pense que la biologie de synthèse est justement un très bon exemple. La plupart des écrits la traitent au fond comme une technique, un moyen d'automatisation, par exemple, de fabrication de molécules pour les médicaments, par exemple, des choses comme ça. Bon. Mais, justement, je pense... Mais pourquoi est-ce qu'ils le traitent de technique? Bon, c'est parce qu'on peut l'automatiser, bien entendu, mais c'est aussi parce qu'ils ne voient plus quel est le rapport aux disciplines de base. Et justement, je pense que ce rapport qu'ils cherchent aux disciplines de base, elle est inadaptée. Elle est adaptée à une épistémologie qui est théorie-centrée et qui ne sait pas exactement donner sa place aux modèles et aux simulations. Dans l'épistémologie classique, le modèle est toujours un intermédiaire entre la théorie et l'expérience, entre la théorie et l'observation. Si tu regardes les sciences contemporaines, cette image des modèles ne suffit absolument plus. Et alors, c'est quand tu utilises ces schèmes classiques que, progressivement, tu vois des choses faites par les sciences que tu traites comme techniques, justement parce que tu n'as pas su donner sa place épistémologique au modèle. Pas donner sa place épistémologique à l'hypothèse. Tu sais, il y a une chose incroyable. Tu regarderas le dictionnaire de Lecours d'histoire. Il y a sous hypothèse, il y a voire conjecture. Ce qui est deux choses tout à fait différentes. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas l'hypothèse? C'est qu'on estime que si elle se réalise, ben ça devient une loi empirique. Si elle est contestée, ben on l'abandonne. Donc l'hypothèse n'existe pas. Ou un statut. Et là, ce problème, il est fondamental. Il y a d'autres usages de l'hypothèse. Et des usages d'hypothèse qui pourraient nous faire comprendre justement des fonctionnements scientifiques qui ne sont plus les fonctionnements disciplinaires classiques. Mais l'hypothèse étant ce qui permet de faire des liens et des cohérences locales à certains moments, hein, mais de façon fondamentale et positive, où l'hypothèse ne serait plus cet élément dont on ne sait pas que faire, hein, mais au contraire quelque chose d'important. Et puis en plus, hypothèse et conjecture, ce n'est pas du tout les mêmes notions. La conjecture, elle part de données qu'on a, enfin d'éléments qu'on a, et on essaye de les projeter dans l'avenir. Tandis que l'hypothèse est une coupure. Et une coupure trans. Donc, faire une hypothèse ou faire une conjecture, ce n'est pas du tout la même activité. Mais il se trouve que, et ce n'est pas seulement dans ce dictionnaire-là, je l'ai vu aussi dans un dictionnaire, je ne sais plus si c'est Oxford ou Cambridge, j'aimerais pas dire, ou simplement tu n'as rien sous hypothèse. Tu vois, il y a des notions comme ça, et qui sont laissées tomber. On sait que ça existe, mais au fond, pour ça, Poincaré a eu du génie, la science et l'hypothèse. Il a compris que l'hypothèse avait un tout autre rôle que celui qu'on lui donnait habituellement. Ah, Leibniz l'a aussi compris. Chez Leibniz, tu vois, au fond, chez Leibniz, dès qu'il y a une série qui est infinie, que seul Dieu ne peut voir dans sa... L'homme est obligé de faire une hypothèse pour essayer de comprendre ce qu'il y a. Voilà, Leibniz a apporté ça, Russell aussi.
Russell aussi. Il y a quelques philosophes qui ont su donner une signification à l'hypothèse, mais autrement, même dans les ouvrages d'épistémologie, c'est un terme qui a été tout à fait... dont on ne savait pas que faire. Et ça arrivait parce que l'épistémologie classique est une hypothèse, est une épistémologie théorie-centrée. Tu as la théorie, tu as l'expérience. Puis tout ce qui est entre les deux, c'est des choses, c'est de la cuisine. Tu mets une hypothèse, ben c'est pour faire un échafaudage. Puis quand tu auras trouvé le résultat, ben tu ôtes l'échafaudage. Alors ça va très bien dans une science où tu arrives à un résultat positif net. Mais si tu regardes maintenant les articles de la biologie contemporaine, les conclusions, ce sont des tendances. C'est pas tel fait. C'est des tendances qu'on discute. Donc évidemment, à ce moment-là, la question de l'hypothèse reprend une autre fonction. Et toujours sous la lettre S et de façon un peu condensée, est-ce que tu peux développer science et modèle, science et modélisation, sachant qu'aujourd'hui, toutes les sciences quasiment, y compris la géographie, l'économie, etc., utilisent des modèles? Oui, je peux. Justement, au fond, dans l'épistémologie classique, le modèle était compris comme un intermédiaire entre la théorie et l'expérience. Mais on a vite vu que ça ne suffisait pas. Et pourtant, ça a donné lieu à en France surtout, aux USA moins parce qu'on était plus pragmatiste. On arrive à construire un modèle, donc ça va, c'est bon. Il y avait des commandes de l'armée, il y avait avec toutes sortes de disciplines, bon, on fait un modèle. En France, ça a été autre chose. Il y a eu des débats extrêmement violents. Hein. Badiou a fait un petit livre en 69, Le concept de le modèle, où il dit qu'il admet une définition du modèle et que les autres, il les refuse. Il accepte une définition logico-mathématique de modèle, c'est-à-dire interprétation vraie de la théorie. On choisit quelques paramètres, on choisit un domaine, etc. Si on arrive à faire les injections de telle sorte, les injections mathématiques, de telle sorte à ce que chacun des éléments réponde aux contraintes théoriques, on a un modèle. Voilà. Puis à la fin du petit livre, il a fait toute la démonstration logico-mathématique de la théorie des modèles, qu'il a faite d'ailleurs avec le mathématicien Maurice Mathieu, qui est aussi un peintre bien connu. Qui est bien connu. Mais ce livre, la technique du livre a été faite vraiment partiellement par Maurice Mathieu, dans ce livre de... Bon. Et Badiou, en 2007, republie ce livre en disant dans l'introduction qu'il n'y a rien à changer. À ce moment-là, la science, entre ces deux moments, les sciences ont développé des techniques de modélisation, pas seulement des techniques, mais au fond, une forme d'autonomie des modèles dans le travail scientifique, qu'il n'a absolument pas vu, et qu'il ne veut pas. En 69, évidemment, son but, c'était de montrer que les sciences humaines, comme ce que faisait Lévi-Strauss, c'était non pas des sciences, mais des idéologies qui utilisent des termes scientifiques, comme celui de modèle, pour faire croire qu'on est des sciences. Ou qu'on utilise le terme de structure pour faire croire qu'on est des sciences, alors que ce sont des idéologies. Mais maintenant, au fond, le sens d'idéologie a tout à fait changé. Tu as un phénomène idéologique dans les sciences contemporaines si tu écrases une discipline par une autre. Si par exemple, dans la biologie de synthèse, tu diras à un moment donné que la modélisation mathématique n'a pas d'importance, ou que l'informatique, etc., eh bien, tu vas faire une sorte d'écrasement qui donnera lieu aux promesses, aux projets, tout ce qu'on te promet, et qu'on ne peut jamais voir comme ça si on a tous les éléments. Et en reprenant ma question, c'est quoi la différence entre modélisation et simulation? Alors, la simulation est une modélisation, mais une modélisation qu'on fait tourner. Qu'on fait tourner, c'est le terme qui est utilisé. Évidemment. Dans une simulation, tu as évidemment un certain nombre de modèles qui jouent ensemble de façon dynamique, de façon à représenter un morceau de la réalité. Et évidemment, on y arrive avec des précisions extraordinaires. Tu sais, par exemple, que Kant avait dit dans la critique de jugement qu'il n'y aurait pas de Newton du brin d'herbe. Tu te souviens de ça, hein ?
Maintenant, il y a un Newton du brin d'herbe. Hein, j'étais avec Philippe de Réfy. Mais là, justement, pour pouvoir décrire la croissance du brin d'herbe, Philippe de Réfy a dû faire alterner des moments de mathématiques, de modélisation, de simulation, hein, les faire alterner chaque fois, informatique, mathématiques, etc. Et surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un espace. Il a créé un espace, c'est-à-dire il a pas dit aux gens, vous êtes des spécialistes de diverses disciplines, voilà votre objet, décrivez-moi cet objet. Non. Vous prenez votre espace, vous faites ce que vous faites le mieux possible, je ne vous donne qu'une condition de compatibilité. En l'occurrence, dit-il, une condition strictement mathématique, qu'il disait comme ça, les bourgeons sont des automates. C'est-à-dire que tout ce que vous devez faire doit pouvoir être mis dans des fonctions récursives. Voilà, c'est tout. Mais il a créé un espace et donné une condition qu'il traitait non pas dans la théorie mathématique elle-même, mais comme une proposition que j'appelle flottante, qui était celle qui devait permettre de mettre en rapport les travaux des uns et des autres. Donc là aussi, construction d'un espace, lorsqu'on fait du travail interdisciplinaire. Et je pense qu'on voit ce travail interdisciplinaire comme technique lorsqu'on ne voit plus cet espace. Toujours sur la lettre S, et tu reprends bien mes questions, est-ce que les scientifiques sont toujours des travailleurs de la preuve et comment tu vois la science de demain? Alors, la preuve, c'est important, bien entendu, mais au fond, c'est aussi une idéologie épistémologique, au sens où l'épistémologie classique est faite autour de la vérification, de la justification, etc. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Alors, évidemment, c'est très important de pouvoir vérifier un résultat. Si tu peux pas discuter d'hypothèses, si tu peux pas, ça n'a pas de sens. Donc c'est important. C'est important, mais justement, ça ne suffit pas à l'invention. Sauf si, évidemment, de chercher une vérification permet de donner d'autres idées, ça aussi. Ça fait... Alors, et c'est seulement de la vérification. Oui, la vérification. Granger, d'ailleurs, l'a bien dit. La vérification est une chose importante. Il a voulu revenir sur ce qu'on avait fait à l'époque du cercle de Vienne, etc. Bien sûr que c'est important. Mais c'est tout aussi important d'essayer d'avoir des scénarios sur le futur de la science. Hein. Pourquoi ? Parce que les objets ne sont plus synthétisables. Si tu veux, quand tu travailles sur un objet classique qui dépend d'une discipline, tu penses pouvoir le synthétiser. Quand tu as des objets complexes, tu penses que tu peux faire converger des perspectives disciplinaires différentes. Et bien maintenant, tu as des tas d'objets de science qui ne répondent plus à ça. C'est ce que j'appelle objets intégratifs. Par exemple, prends ce sujet qui est travaillé maintenant dans toutes sortes de laboratoires, celui de l'obésité. Par exemple, je connais un tout petit peu ça parce que je connais le laboratoire à l'INRA de Jouy en Josas, on travaille ça. On travaille sur le microbiote intestinal humain. On a pu donner une signature aux personnes qui sont ou deviennent obèses. Une signature micro. Et on a espéré, on pourra avoir des probiotiques. Et faire maigrir les gens ou faire que les enfants ne deviennent pas obèses. À partir de biomarqueurs? Ouais, on ne peut pas. Ça ne marche pas. Un quart de la planète est obèse. Hein, sur l'ensemble de la planète, pays pauvres, pays riches. Hein. Un quart de la planète. Si tu fabriques un médicament, il ne sera efficace que sur 50 personnes. Ça, j'ai discuté avec... Donc, aucune, si tu veux, Sanofi ou etc. ne voudra pas s'engager là-dedans. Il n'y a pas on peut te donner un médicament, par exemple, qui te donne le dégoût du vin, ou comme ça tu bois moins, etc. Bon, mais c'est pas un médicament contre l'obésité. Mais d'autre part, tu as toutes sortes d'autres travaux sur l'obésité. Ça peut être du système hormonal, ça peut être l'assiette,
Ça peut être l'immigration. Tu vois, par exemple, il y a des Japonais qui émigrent à des endroits différents. D'un côté, ils deviennent tous ce groupe, et d'autres pas, etc. Il y a des raisons sociologiques, il y a des raisons, etc. C'est tous ces résultats. Tu peux essayer de les considérer tous comme valables. J'ai pas à dire à mes collègues de l'INRA, ce que vous faites sur le microbiote, ça n'a rien à voir avec le vécu de l'assiette. C'est un élément. C'est un élément. Mais je n'ai pas les capacités de les synthétiser avec les autres éléments. Et donc, dans les sciences contemporaines, nous devons raisonner avec l'idée, non pas seulement de l'inconnu, non pas seulement avec l'idée qu'il y a une incertitude, mais avec l'idée qu'il y a une non-synthèse. Comment faire pour prendre maintenant la question de l'obésité en faisant de cette non-synthèse quelque chose d'une méthode scientifique? Voilà. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de directeurs de recherche cherchent. J'ai été consulté par des gens qui, par exemple virologues, ou etc., qui ont des équipes de 70 personnes et qui me disent, voilà, j'ai tel problème, qu'est-ce que je vais faire? Pour des domaines où moi, je ne connais rien, mais où j'ai un peu cette pratique, à la fois la pratique de terrain, la pratique conceptuelle, le fait d'avoir modifié et étendu les concepts de l'épistémologie générique, je peux leur donner des indications. On est même venu me dire, est-ce qu'il faut qu'on travaille la question des virus, de la virologie, plutôt en spécifique ou plutôt en générique? Est-ce qu'on reste à travers ce qu'on a fait sur le sida? Ou est-ce que... etc. Qu'est-ce que j'ai répondu? Tu le sais? Les deux. La science de demain sera non synthétique. Voilà. Sera d'une certaine façon non synthétique. Devra tenir compte de ces non-synthèses. Sinon, elle devient un danger. Sinon, elle devient un danger. Toutes les choses qui ont été écrites sur la biologie de synthèse, etc. Ou sur les OGM. Pourquoi est-ce que sur les OGM, il y a très peu d'écrits qui soient intéressants? C'est que simplement on a pris le produit. Mais il faut revenir à la façon dont on est. Et ce n'est pas seulement de la technique. Bien sûr que c'est de la technique de faire un OGM. Il suffit de faire une injection. Mais, comment dire, cette injection, elle arrive dans un certain contexte scientifique. Et si tu ne tiens pas compte de ce contexte scientifique, ben alors ça va n'importe où. Tu vois? Par contre, si tu reviens sur une situation des sciences qui n'est plus seulement disciplinaire, les disciplines n'ont pas disparu, pas du tout, mais où il y a d'autres enjeux et d'autres méthodes qui se mettent en place, du coup, tu auras tellement d'alternatives aux OGM que le problème va se poser autrement. Alors, dernière question, est-ce que tu rejoins par certains côtés les science studies? Écoute, les science studies sont vraiment très, très utiles, mais si je puis dire, elles sont spécialisées sur les relations sociales des scientifiques. Alors, je pense que c'est très important, très, très utile, mais à un certain moment, certains spécialistes des science studies ont pensé que ça pouvait remplacer l'épistémologie. Mais au fond, elles ne peuvent pas te parler de ce que je t'ai dit là, tu vois. Elles peuvent te dire, oui, on met un mathématicien avec un... etc. etc. Mais l'organisation, savoir si c'est technique ou scientifique, savoir quel est le rapport de l'hypothèse, savoir comment... Ils peuvent te dire ce qu'on a fait dans nos OGM. Mais moi, je peux te dire, si on travaille d'une certaine façon... Par exemple, il y a une chose fondamentale en science, quand on travaille en interdisciplinarité. C'est le travail sur son non-savoir. Si tu te dis, je vais mettre un botaniste, un embryologue, etc., pour calculer la vitesse du chou, de croissance du chou. Bon, une fois qu'ils ont calculé ça, ils se disent au revoir, c'est terminé. Par contre, si tu te dis, voilà, on va prendre les choses de façon un peu plus fondamentale. Quand je travaille sur un objet, créer un espace.
puis dire, voilà ce que ma discipline, pour l'instant, ne sait pas faire sur cet objet. Et que chaque discipline le dise. Et qu'on le refasse par itération. Et chacun réécrit sa propre discipline avec le non-savoir de l'autre. Du coup, on ne se dit plus au revoir comme ça. Hein. Et dans les comités d'éthique, c'est devenu tout à fait fondamental, parce que quand tu prends une décision, par exemple, comme ils l'ont fait en Belgique pour l'euthanasie, hein, je connais bien Marie-Geneviève Pinsard, qui est la présidente du comité d'éthique. Ce qui est très important, c'est de tenir compte du fait du non-savoir. Hein. Un comité d'éthique, il fonctionne lorsque le philosophe entend le neurologue. Le philosophe ne se dit plus « Ah, quel imbécile !» Ou bien quand le neurologue écoute le philosophe « Ah, il ne connaît rien aux états du coma !» Quand justement, on a une autre attitude et qu'on utilise autrement le savoir et le non-savoir des autres. Et c'est là que peut commencer le travail éthique. Tu vois, eh bien, je pense aussi d'un point de vue scientifique, et là, c'est un moment où éthique et science peuvent se rejoindre.